Alors, le petit mot classique de remerciement pour tous les partenaires, c'est grâce à eux qu'on est là. Merci aussi à l'Orga qui fait cet événement et qui se déroule chaque année. Un petit rappel, il y a le forum des partenaires cet après-midi, près du café. Si vous voulez aller voir les partenaires, n'hésitez pas. Qui suis-je? Benoît Magy. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Piano. Historiquement, sur Bordeaux, ça s'appelait plus AT Internet. Alors, j'ai 2 casquettes, labels, titres, je ne sais pas trop comment on dit ça. Au quotidien, je suis plutôt un développeur. Alors, philosophie DevOps, c'est-à-dire que je développe, je code et je fais tout ce qu'il faut pour que ça arrive jusqu'en prod. Et si jamais ça plotte en prod, on vient me voir pour me dire qu'il faut corriger. Quand je dis moi, c'est moi et mon équipe, évidemment. Et dans cette équipe, j'ai également une casquette de Scrum Master que j'enfile quand il faut faire un peu d'animation, quand il faut débloquer des soucis, identifier, optimiser ce genre de choses et la mise en place d'ateliers. Voilà, pour la présentation rapide. Et dans mon quotidien, je me vois comme ça, je passe mon temps à jongler d'une tâche à une autre. Moi, j'aime plutôt ça. C'est pas forcément valable pour tout le monde, mais moi, ça me plaît. Plus précisément, je travaille dans la partie Piano Analytics. Piano Analytics, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait du Web Analytics. Je vous le résume en 2 phrases. On va faire différentes métriques sur les sites web que les gens visitent. C'est par exemple le nombre de visiteurs et la durée moyenne des visites. Voilà, c'est juste pour mettre le contexte. Ça n'a pas de rapport, j'en reparle plus après. Je suis dans une petite équipe de 10 personnes qui est l'équipe streaming. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du traitement de données en temps réel. On reçoit environ 10 milliards de, alors on peut appeler serveur, call, hit, peu importe, beaucoup de données en gros par jour. Ça veut dire, pour ceux qui aiment bien les mots-clés, les mots valises, on fait du big data. Ce qui est important, c'est qu'on est obligé de faire du traitement de données assez rapide. On s'engage que ça arrive dans les mains du client en moins de 15 minutes. En fait, en interne, on est beaucoup plus ambitieux, on vise plus bas. Et ça, c'est important. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas faire de simple rollback quand on fait des déploiements. Parce qu'en fait, si on fait un mauvais déploiement, qu'on a 2 heures de traitement de données, potentiellement, on a 2 milliards de hits qui sont mal traités. Il faut les retraiter et c'est très compliqué. C'est possible, on a des outils, mais c'est très compliqué. Tout ça pour dire, ça vous présente un peu le contexte de l'équipe. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, on avait plutôt une philosophie d'entreprise qui était pas de déploiement le vendredi, faites très attention. Pareil, dans les gros événements, on disait ne déployez pas, faites attention. Et on est dans un contexte de migration cloud. Donc toute cette philosophie des faites très attention au déploiement, ça vient aussi du fait qu'avant c'était un data center, que si ça plantait, il y avait des gens qui étaient réveillés, qui devaient aller dans le data center, débugger. Et c'était une philosophie, une culture d'entreprise qui était quand même très prégnante quand je suis arrivé. Et ce que je vais vous présenter, ce qui m'a changé moi la vie et peut-être les vôtres si vous le faites, c'est qu'on a mis en place cet atelier de Value Stream Mapping, ça a débloqué et on a réussi à faire ça. Alors je vous mets une des données qui est en ce moment à la mode, ce qui est le nombre de déploiements. Donc en gros, on est passé en 2021 d'un peu moins de 100 déploiements par trimestre. Vous voyez par trimestre, on parle de trimestre là, à quasiment multiplié par entre 3 ou 5, peu importe. En tout cas, on a énormément réussi à multiplier notre chiffre de déploiement. Ça, c'est les Dora Metrics, je vous le montre, c'est pour vous faire plaisir, mais si vous aussi, vous visez ce genre de choses, c'est quand même très intéressant. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, vous parler de l'autopsie d'un pipeline pour booster votre CI/CD avec le Value Stream Mapping. Alors, le Value Stream Mapping, c'est quoi? On va faire ça très rapidement. Comme beaucoup de choses de l'agilité, ça vient de ce qui a été mis en place côté Toyota. Ils n'utilisaient pas ce terme. Ensuite, ça a été formalisé et diffusé dans tout ce qui est Lean. Et ça permet quoi? Ça permet d'identifier les valeurs ajoutées, le gaspillage, les goulets d'étranglement avec les retards afférents et les opportunités d'amélioration. Très rapidement, vous avez le pitch, on avance. Je vais vous faire un peu peur avec la slide suivante, mais c'est juste pour vous présenter un peu le contexte et d'où ça vient. Ça, c'est du VSM appliqué au monde de l'industrie. Et ça, c'est très simple, ce que je vous montre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part du client qui fait une commande, on a un système de planification de production qui appelle le fournisseur, qui commande du matériel, un flux de matière pour, peu importe ce que vous construisiez, une table, une chaise, on va le découper, le coller, le peindre, l'assembler, et hop, ça revient au client. Sur chaque étape, il collecte des données. Et très important, on a une ligne de temps, là où on met le temps passé à faire l'étape et le temps à attendre entre chaque étape. Ça, bonjour, allez-y, c'est ce qui se passe dans le monde de l'industrie, vraiment résumé très brièvement. Qu'est-ce qu'on va faire en logiciel? En logiciel, on va extraire ce qui est vraiment important de ce Value Stream Mapping. On va prendre le scope. Le scope, c'est quoi? C'est une fin. Idéalement,
le client, que votre feature, elle est dans les mains du client. Un début, ça, c'est quand vous faites votre atelier, vous choisissez le début. Plus vous le faites large, plus c'est intéressant parce que vous identifiez toute la valeur et vous trouvez le bon goulot. Mais parfois, si vous le faites trop large, ça peut vraiment perdre beaucoup de temps à l'équipe parce que c'est un scope trop important. Ensuite, vous modélisez votre flux, vous choisissez vos étapes. Les étapes, c'est quoi? C'est ce que vous faites. Ce qui est intéressant des fois, c'est de rajouter les détails. Et moi, ce que j'aime bien faire dans l'atelier, c'est de demander pourquoi on fait cette étape. Dans l'industrie, c'est généralement assez évident qu'on est en train de peindre la chaise. Dans le logiciel, je me suis rendu compte que des fois, quand on demande « mais pourquoi vous faites ça ?», on est surpris des réponses. Faites-le. Les interactions. Plutôt que de modéliser des flèches, on prend le choix de mettre quelle équipe est responsable de quelle étape. Et enfin, le temps. Ce qui est très important, c'est d'essayer de dissocier au maximum le temps de travail du temps d'attente. Et ça vous permet d'avoir différentes métriques qui vont être le lead time, le cycle time, le temps d'attente, le temps de processing. Voilà pour la théorie. Ce qui est important pour l'appliquer dans notre cas, c'est quand même que vous ayez un problème. Il ne faut pas revenir chez vous et vous dire « boum, je vais me partir sur de value stream mapping », il faut que vous ayez quelque chose que vous ayez envie d'optimiser, un flux. Dans mon cas, moi, c'était mon pipeline qui n'était pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi un pipeline malade? Alors là, je vous ai mis différentes étapes. Bon, les tests instables, les builds qui durent, les étapes manuelles, infernales, devoir faire des trucs que moi, j'oublie tout le temps. Des fois, des feedbacks incompréhensibles. On a une partie du CI qui dit tout c'est bon et l'autre qui dit c'est pas bon et on ne sait plus s'y retrouver. Des temps d'attente, trier en lançant des jobs. Il n'y a personne qui a déjà fait ça? Bon, en tout cas, moi, ça m'est arrivé et moins maintenant. Et c'est vraiment la plaie de se dire j'appuie, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et le pire, et ça m'est arrivé et je pense que je ne suis pas le seul, c'est on arrive sur un projet et on se rend compte que le pipeline, il n'est pas malade, il est mort. C'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions du pipeline et ça n'a pas pris compte de ce projet. On arrive et on fait, mais je ne peux plus le déployer, je ne peux plus le tester, je ne peux plus rien faire. Et un truc qui devait être une tâche qui va prendre 1 heure, 2 heures, ça prend 1 semaine, 2 semaines. Voilà. Ça, c'est différent. J'imagine que vous avez vos propres symptômes. Peu importe, vous avez un pipeline qui est malade. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va le faire très rapidement ensemble. Ce qu'il faut, c'est poser le diagnostic. Poser le diagnostic, on reprend notre nomenclature. L'objectif, c'est que la feature soit dans les mains du client. On prend le début. Alors, CI/CD, généralement, on va faire le premier commit dans Git. Après, c'est à vous de choisir où vous le mettez, peu importe. On trace un trait, parce que l'objectif, c'est que ce commit, il arrive dans les mains du client. In fine, c'est pour ça qu'on travaille et c'est pour ça qu'on est tous là. On met les étapes. Une astuce, très souvent, c'est de partir plutôt du côté client et de remonter la chaîne. C'est assez intéressant et notamment, c'est un exercice qui est très difficile pour des développeurs. Nous, moi, développeur, je maîtrise très très bien le début de la chaîne et la fin de la chaîne, souvent, c'est plus limite. Commencer par la fin de la chaîne, c'est assez intéressant. On remonte facilement les étapes et on met toutes les étapes. Si vous pouvez mettre des détails, des descriptifs dans les étapes. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de dire qui fait ces étapes. On met les équipes de dev, les équipes produits, l'équipe infra. Moi, j'aime bien séparer aussi tout ce qui va être automatique. Là, je vous ai mis un petit emoji de robot. C'est intéressant de le séparer et d'éviter de mixer les étapes qui sont soit automatisées, soit d'une équipe. Pareil, si vous vous retrouvez à un moment dans une phase d'analyse à mettre 2 équipes, essayez de séparer les étapes. Vous avez le droit, au niveau de l'atelier, de séparer petit à petit les étapes pour arriver à ça. Ensuite, et là c'est la partie souvent la plus tendue dans l'atelier et du coup la plus intéressante, c'est il faut choisir le temps que prend chaque étape et le temps d'attente entre chaque étape. Plusieurs choses à savoir sur ce temps. Vous pouvez vous mettre d'accord en équipe sur est-ce que vous voulez mettre le temps moyen, le temps minimum, le temps maximum, voire les 3, un mix des 3. Il faut vous mettre un peu d'accord pour comment vous allez afficher ce genre de choses. Ne faites pas l'erreur d'aller chercher la donnée avant l'équipe. Vous rassemblez des gens et vous demandez simplement aux gens l'estimation qu'ils en font. C'est extrêmement intéressant de voir que nous, dans notre cas, on avait des gens qui parlaient en jours et d'autres en minutes. Ça fait émerger des choses, des discussions qui sont très intéressantes. Une fois que vous avez fait ce schéma, vous pouvez donc calculer votre lead time théorique, cycle time, tout ce qui vous intéresse. Et à partir de là, vous faites une analyse d'équipe et vous allez identifier votre goulot. Donc là, par exemple, on se rend compte qu'entre l'équipe infra et l'équipe de dev, il y a 5 jours. Ça paraît énorme, c'est là où on perd le plus de temps d'attente. Il faut aller creuser. Ce que l'atelier vous permet,
c'est de poser un diagnostic, c'est de voir là où il faut creuser. Ça ne va pas vous dire ce qu'il faut faire. Ça reste dans vos mains, c'est à vous de bosser. Hein. Je veux dire, on va être très clair. Là, assez simplement, avec ce graphisme, on peut poser une phase d'analyse et nous dire bah, c'est là qu'il faut gratter si on veut avoir le plus d'impact. Ça ne sert à rien d'aller transformer les 4 minutes ou les 5 minutes en 2 minutes. C'est là que vous perdez du temps. C'est là qu'il faut creuser. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Ça veut dire qu'on passe dans la partie traitement, prescription. On a identifié notre point de blocage. On définit une action corrective. Alors ça, c'est à vous, avec vos idées. Il y a d'autres méthodologies pour voir qu'est-ce que vous voulez faire. Et vous mesurez l'effet. Ça ne sert à rien de partir sur une décision si vous ne savez pas quel effet vous attendez. Alors, dans les effets, il y a tout un tas de métriques. Je ne vais pas rentrer en détail dedans parce qu'il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Il y a les DORA, les Flow Framework, le Lean. Basiquement, ça se résume en de grandes catégories qui sont mesurer le temps. L'idée étant que ça aille le plus rapidement possible du commit dans les mains du client. Mesurer les déchets, la perte, donc le nombre de commits que vous envoyez dans votre flow pipeline et qui échouent. Et aussi le stock que vous pouvez avoir dans votre pipeline. Donc vous choisissez les métriques qui vous plaisent et vous vous dites, quand vous faites une action corrective, je vais vérifier que ça a bien l'effet que j'espère. Bon, normalement, ce n'est pas que dans le VSM, c'est tout le temps quand vous faites quelque chose. Et vous itérez. C'est-à-dire que vous faites votre action corrective, vous vous retrouvez en équipe devant le VSM après un temps défini, 3 mois, je ne sais pas, 1 mois, ce que vous voulez. Vous vérifiez est-ce que ça a bien impacté les temps ou les autres choses que vous vouliez mesurer. Et vous retrouvez un nouveau boulot et vous travaillez dessus. Qu'est-ce que ça va nous apporter dans tout ce qui va être théorie? Ça va être surtout la visibilité et le management visuel. Ça, c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve de mon côté de dev, c'est qu'on a une transparence du flux. Moi, j'ai été plusieurs fois dans des équipes là où, en fait, on connaît bien la partie commit, revue de code, et puis, des fois, ça part un peu dans les limbes, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et en gros, on vient mettre la pression à l'équipe de dev, à moi, en mode « faut aller plus vite ». Et quand on creuse un peu, on se rend compte « ouais, je peux aller 3 fois plus vite », mais en fait, c'est là-bas que ça coince. Est-ce que tu ne veux pas aller voir un peu plus loin et dire ils attendent 3 semaines avant de déployer moi, je peux pas, mon temps de dev, je peux le passer d'1 semaine à 2 jours, mais ça ne changera rien. Ça changera, mais pas énormément. Ça permet d'avoir une vision partagée par tout le monde, donc par l'équipe, mais aussi tous les membres à côté, de c'est où qu'il faut travailler et mettre les efforts. Ça permet de communiquer beaucoup plus facilement. Hein. On va être très clair quand on parle avec des gens qui sont non-tech, si on commence à parler de script, de Maven, de choses comme ça, on les perd, et souvent, ça devient un peu une bataille d'experts. Alors que là, on a des carrés et des ronds, normalement tout le monde comprend de quoi on parle et peut s'exprimer. Ça permet de nous aligner toutes les équipes, mais d'aligner aussi l'équipe. Je vous en parlerai plus tard, mais moi c'est vraiment ce qui m'a plu le plus dans cet atelier, c'est qu'on a réussi à aligner l'équipe, là où moi j'avais l'impression d'être le seul à pousser dans un sens, et que les autres me regardaient en me disant « mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Nous ça va très bien ». Autre rapport, l'optimisation du flux, donc ça c'est un peu l'objectif principal, c'est l'amélioration du lead time, donc réduire le temps qu'il va y avoir entre ce que vous faites et la valeur que ça apporte au client. Et également la standardisation des pratiques. Moi, j'ai déjà vécu, peut-être que je suis le seul, mais d'arriver dans une équipe où il y a beaucoup de repositories et sur chaque repository, il y a un pipeline différent. C'est infernal. C'est infernal d'arriver et qu'à chaque projet, on me dise, ben voilà la procédure de déploiement, il faut cliquer là, il faut lancer tel job, il faut faire ça. C'est très difficile. Dernière chose, ça enrichit tout ce qui va être amélioration continue. Amélioration continue, une des choses que j'aime bien dire, c'est les bonnes choses au bon endroit. Le terme marketing du moment, ça va être le shift left. Vous en avez déjà entendu parler, je pense. On en entend beaucoup parler. Ça permet en fait d'avoir quelque chose de visuel et tout le monde peut discuter en disant, bon, il faut s'imposer une étape de sécurité, ce qui est à la mode, à quel endroit on la met du pipeline? Est-ce qu'on la met au tout début? Ce qui est la tendance, oui, mais sauf que ton analyse de sécurité, elle prend 1 heure. J'ai peut-être pas envie d'avoir 1 heure de plus dans le retour quand je fais ma merge request qu'il y ait 1 heure de plus avant d'avoir du feedback. Ça permet de discuter tous ensemble de où on met les choses. Ça permet aussi des fois de se poser la question de savoir est-ce que ces choses elles sont pertinentes d'être dans notre pipeline alors qu'on pourrait les faire ailleurs. La documentation du chemin parcouru. Ça, c'est important parce que quand vous lancez ce genre de choses, il ne faut pas vous dire que vous allez avoir un atelier, vous allez sortir de là et que tout va bien se passer. Non, la réalité, c'est que ça va être dur, ça va être laborieux, il va falloir travailler et vous allez revenir sur la copie. Et quand vous revenez sur la copie, c'est intéressant de voir le chemin parcouru. Donc de savoir qu'au début, votre lead time, il était de 6 mois et que là,
vous en êtes à 4 mois. Alors il y en a peut-être qui vont râler en disant « mais moi je veux 3 jours, on est très loin, c'est dur », mais c'est toujours plus pratique d'arriver à dire « oui, mais on a déjà gagné 2 mois, on va continuer ». C'est vraiment intéressant. Ça apporte plein de choses, hein. Vraiment. Le dernier truc que je pourrais vous dire, c'est vraiment un support aussi de communication, quels que soient vos ateliers. Notamment, moi j'aime bien tout ce qui est pratique de post-mortem. Et parfois, quand on veut rajouter des choses, des vérifications, c'est pratique d'avoir ce support pour dire « ok, on a eu tel incident en production, à quel endroit de notre CI/CD on aurait pu rajouter quelque chose pour l'éviter ?» Souvent, on a un type de test, on veut le rajouter, mais à quel endroit on aurait dû le rajouter? Est-ce que ça aurait dû être catché par la QA, par des tests automatiques? Est-ce que même si c'est une erreur produite tout au début, ils n'auraient pas dû envoyer la feature? Ça fluidifie la discussion. C'est très intéressant. Alors voilà. Là, on arrive ensemble. On a vu tout ce qui va être apport théorique. Très rapidement, normalement, vous pouvez rentrer chez vous, dessiner des boîtes et des traits et lancer l'atelier. Moi, ce que je voulais vous partager aussi, c'est les promesses que je vous fais face à la réalité. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on l'applique? Et je vais vous présenter un cas d'usage qui m'est arrivé, du coup, dans l'équipe là où je suis actuellement, et ce qui s'est passé. Donc, quand on arrive dans une équipe, moi, très classiquement, dans cette équipe, mais aussi dans d'autres équipes, qu'est-ce que je fais? Je suis plutôt un débutant. J'ai mis un petit bébé, mais en gros, oui, on arrive, même si on est des experts de notre technique, de notre langage, peut-être même du domaine, on ne sait pas comment s'appellent les repos, où est le code, comment l'équipe fonctionne, donc on est souvent nouveau, et c'est difficile, même si on arrive avec une grosse légitimité technique, fonctionnelle, organisationnelle, d'arriver et de dire aux gens, on va tout changer. Donc dans ce contexte, qu'est-ce que je fais? Moi, je découvre le périmètre. Souvent, je prends une loupe et je vais tester le pipeline. Ça, c'est souvent une des choses qui m'intéresse. J'en fais plein d'autres, mais c'est de tester le pipeline. Ce que je faisais historiquement et ce que je fais toujours, et je peux vous le conseiller, c'est très intéressant, c'est de faire des commits simples. Vous prenez, par exemple, un log dans lequel il manque une information, vous l'ajoutez, vous le committez dans le code et vous le suivez. Moi, j'arrive dans une équipe, j'essaye de contribuer à un projet, je fais un petit commit, je le suis, et on est très étonné du résultat des fois. Des fois, ça arrive rapidement en prod, et des fois, on n'arrive pas à le mettre en prod. Ça m'est arrivé, un cas là où le pipeline ne fonctionnait plus, on essaye de le corriger, puis à la fin, on dit « Non mais Benoît, t'es bien gentil, mais en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée dans ton commit, je ne vais pas passer une semaine, 2 semaines à corriger le pipeline. » Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais plusieurs commits sur plusieurs repos. Ça, je le fais depuis au moins 15 ans dans toutes les entreprises où je suis passé. Et je prends un petit papier et je note à chaque fois qu'il y a une friction. Ça peut être des gens que je dois aller embêter, des choses que je dois relancer manuellement, des choses qui sont rouges alors qu'ils sont vertes. Je me note des interrogations. Et ce que je faisais après, c'est d'aller échanger avec l'équipe. Parce que moi, je dis, mais moi, je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas qu'à chaque fois qu'on dit on va lancer sur un nouveau périmètre, de me dire à chaque fois, mais attends, est-ce que le pipeline il fonctionne ou je vais passer 2 semaines à le corriger? Je ne veux pas de ça, moi. Je veux pouvoir corriger les choses. Et alors là, je suis tombé sur 2 écueils. Alors un qui est quand même très connu, qui est un peu le syndrome de la grenouille. Je crois qu'on vous en a déjà reparlé, mais le concept, c'est de se dire, la grenouille, c'est un organisme assez particulier. Si on le met dans une casserole froide et qu'on fait chauffer l'eau lentement, elle s'habitue et elle va cuire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans certaines équipes, elles ont été mises sous pression et elles ont pris l'habitude de travailler avec ce pipeline comme ça. Donc c'est pas idéal, mais ils vivent avec. Et en gros, la réponse est non, mais tu vas voir, dans 6 mois, tu auras l'habitude. Et moi, j'ai envie de répondre, j'ai pas envie d'avoir l'habitude. Non, j'ai envie qu'on corrige le problème et qu'on soit tous contents, et j'ai pas envie de m'habituer à cette situation. Souvent, un des symptômes qu'il va y avoir de ça, c'est « Ah, oui, non, mais c'est vrai, c'est pénible, mais attends, j'ai des scripts sur mon poste, je vais te les passer, tu vas voir. » Ben non. Pourquoi est-ce que... Et du coup, dans l'équipe, on est différents, avoir différents scripts et tout, enfin, c'est infernal. Premier truc. Et deuxième chose, c'est l'asymétrie de connaissances. C'est un peu ce que je disais au début. C'est on arrive dans une équipe, on ne connaît pas tout, on n'a pas l'historique de l'équipe, et c'est très difficile d'arriver à faire changer les idées d'une personne qui, elle, a toujours une bonne réponse. On vient, on a l'impression d'avoir gagné un argument, pas vraiment dans le sens on a gagné, mais plutôt on l'a convaincu que oui, il y aurait quelque chose à faire, et c'est « Ah, oui ». Mais là, c'est un cas particulier. Sur ce projet, effectivement, c'est vrai, mais il y a un autre projet dans lequel ça ne marcherait pas. Et là, on tire une pelote de laine, et on passe des heures au carré, de la frustration, sachant que ça, vous le faites avec un collègue à la machine à café, mais quand vous êtes une équipe là où il y a environ 10 personnes, faut le faire à chaque fois.
Et entre-temps, ça discute, tu as perdu du temps, et du coup, on commence à se faire cuire dans la casserole, et à la fin, on est habitué. Donc ça, c'est vraiment un schéma que j'avais régulièrement dans les équipes où j'arrivais. Et un jour, un collègue, Christian, que je remercie, il me présente du coup de cette pratique de value stream mapping, et je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Il y a peut-être un coup à jouer, on va tenter, là moi je suis en train de cuire, il faut que je fasse quelque chose. J'ai embarqué un autre collègue, Valentin, que je remercie également, et ce qu'on a fait, c'est on a animé du coup un atelier de value stream mapping, on a examiné le patient. Petite remise en contexte, ça c'était il y a 4-5 ans. Donc il n'y avait pas encore la mode du value stream mapping, ou en tout cas beaucoup moins. Et il n'y avait pas toute la légende que je vous ai présentée. On l'a fait ça assez rapidement pour essayer de répondre à un problème réel et concret. Donc on a créé notre propre légende. On a gardé ce que je vous ai présenté, à savoir le scope, avec un début, la fin étant toujours dans les mains du client. On a mis des étapes que je trouve très intéressantes et que je ne peux que vous encourager à faire. Ça permet de driver l'atelier, c'est de mettre les environnements. Très souvent en informatique, on a des notions d'environnement. Ça permet de cadencer un peu le flow et de fluidifier le placement des étapes. Après, on a un peu biaisé. On a mis les étapes sous cette forme avec action manuelle, action automatique. Pourquoi ? Et ça, c'est une des façons que vous avez d'orienter l'atelier si c'est vous qui l'animez. C'est que moi, le principal reproche que j'avais, c'est nom de Dieu, il y a trop de clics. J'en ai marre de passer mon temps à cliquer pour amener mon commit en prod. Donc on a un peu biaisé l'atelier, mais c'était assez intéressant. Et évidemment, la durée. On n'avait pas encore forcément formalisé cette histoire de faire la durée des tâches et la durée d'attente. Du coup, on s'est dit, on va mettre la durée englobant l'attente. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné ça. Pas besoin de lire les étapes. Vous voyez juste la structure générale. On est parti du merge dans la branche de commit. On s'est dit, on ne va pas parler de tout ce qui va être code review, ce genre de choses. Donc là, on considère que ça a été validé et on veut juste l'envoyer jusqu'en prod. On a mis les étapes une à une. Et après, ça a été mis au propre. Hein. On était sur un tableau blanc en équipe avec 4 stylos à discuter, à s'échanger, à effacer, à remettre. Et on est arrivé sur ce schéma. Voilà. Alors, une fois qu'on a le schéma, qu'on est à peu près d'accord, première chose, il ne faut pas y passer des heures au carré. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de consensus sur la durée d'une étape, ce qui nous est arrivé, par exemple là, vérification des tests end-to-end, au bout de 2-3 minutes, on dit bon, on arrête, on met point d'interrogation, on verra. Deuxième point, on avait une histoire de recette manuelle du PO. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Il y en a certains qui disaient mais non, ça prend 5 minutes, d'autres qui disent ça prend 3 jours. Pareil, au bout de quelques minutes, on tranche, on dit on met entre 5 minutes et 3 jours. L'important, c'est d'avoir des chiffres approximatifs. Pourquoi ? Parce que vous voyez naturellement qu'il y a des endroits où on parle en jours et des endroits où on parle en minutes. On ne va pas avoir le même gain. Qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces discussions au niveau du temps, évidemment, c'est flou, c'est un peu ce que je vous dis. Il faut essayer de cadrer. Très souvent, la demande qu'il va y avoir de l'équipe, c'est « mais est-ce qu'on ne peut pas mesurer en vrai ?» Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois le ressenti, et après, on pourra avoir des mesures en vrai, mais si vous les avez, gardez-les sous le coude et sortez-les si jamais vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit cette étape, elle prend 5 minutes. Si vous avez des données qui vous disent que ça prend 5 heures, vous les sortez et vous dites c'est bizarre. Mais sinon, nous, on l'a fait sans aller voir quoi que ce soit. On était enfermés dans une salle avec un tableau blanc et 4 feutres et on n'a pas regardé de data de tout l'atelier. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant, c'est de poser le diagnostic. En gros, d'aligner la vision de l'équipe. Alors, on en a tiré 3 choses. La première, c'est la durée, la citation, c'est ce qu'on avait écrit, je l'ai reformulé, mais c'est ce qu'on a écrit dans la conclusion, c'est la durée entre un merge et un déploiement en production est estimée plutôt satisfaisante. Bon, j'avoue, moi je suis un peu dépité avec cette première conclusion. Je me dis, mince, je pensais avoir trouvé un truc, on arrive, on va débloquer l'équipe, on va améliorer le lead time et tout, et la conclusion de l'équipe, c'est ça va. Bon. Deuxième constat, trop d'actions manuelles. Là, je retrouve le sourire. C'était mon objectif principal, c'est d'arriver et de dire, mais en fait, il y a un problème. D'aller parler à la machine à café avec chaque collègue, je n'avais pas réussi à convaincre l'équipe. Là, on fait un atelier de 1h30, 2 heures, tous ensemble, devant un tableau blanc. Pam, on sort de là, on a un constat, on est d'accord, il y a un problème, il y a trop d'actions manuelles, c'est pas normal. Chose intéressante et que je n'avais pas anticipé, dernière conclusion du diagnostic, c'est niveau de confiance pas suffisamment élevé. En gros, pourquoi on a des phases là où on attend ? C'est parce qu'on faisait quelque chose, alors je ne sais pas comment ça se met,
mais en gros, on utilise le temps comme un mécanisme de test empirique. En gros, on n'a pas tellement confiance dans ce qu'on fait, dans les tests qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, hop, je mets mon code dans un environnement, je lui envoie des data moquées ou des data clientes, et voilà. Si j'ai pas une erreur fatale qui m'arrive dans un temps à peu près imparti, ben, je suis confiant. Pas fou, hein. Ça peut arriver, vous pouvez faire ce genre de pratique, mais normalement, vous devriez avoir un bon niveau de confiance. Donc ça, c'est le constat qu'on fait. Et franchement, ça a vraiment permis d'aligner l'équipe sur l'état actuel et la vision qu'on voulait mettre en place. Qu'est-ce que vous faites? Évidemment, là, c'est juste un atelier de diagnostic. On fait une prescription, un traitement. En gros, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ce qui est intéressant de voir, hop, je peux revenir avant, c'est que si on se base vraiment sur l'approche lean pure, là où on devrait travailler, c'est pourquoi il y a un jour d'attente, pourquoi la recette manuelle du PO, elle prend autant de temps, sur les temps qui ont le plus de temps. Et en fait, en équipe, on décide de porter des actions dans le périmètre, là où on est tous d'accord que ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Ça permet d'avoir un consensus et de lancer toute la mécanique d'amélioration continue. Bon, on prend des étapes, on va dire on va automatiser l'étape de promotion, les tests fonctionnels, la migration des schémas de base de données. Mais là, il n'y a pas consensus. Certaines étapes que moi, j'aurais bien automatisées, il y a des gens dans l'équipe qui disent non, là, je ne suis pas d'accord, on ne le fait pas. C'est pas grave, on avance. L'idée, ce n'est pas de vous confronter toujours dans les problèmes les plus durs, même si c'est ceux qui vont vous apporter le plus de valeur. À mon sens, l'idée, c'est de lancer la dynamique grâce à cet atelier. Et c'est ce qu'on fait. Donc, les deux phases un peu importantes qui sont les déploiements et la phase de recette manuelle, qui pourtant nous coûtent énormément de temps, on les met de côté, on les garde. Autre chose, on veut rajouter de la confiance dans les déploiements. On a vu ensemble qu'en gros, la mécanique de test, c'était un peu d'attente. Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter des tests. Un environnement d'intégration, des smoke tests, et également cette phase de end-to-end, là où personne ne savait s'exprimer sur combien de temps ça prend et tout. On se rend compte en creusant qu'en fait, les gens, ils ne regardent pas trop, ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas ce que c'est. Je reviens à ce que je vous disais au début, on se rend compte que plus on se rapproche du client, moins les développeurs, ils maîtrisent ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On visibilise. On dit, bah, ils existent quelque part. En fait, ils n'étaient pas complètement à la main de l'équipe. C'est plutôt quelque chose pour s'intégrer dans toute l'entreprise. Et ben, on va voir où sont ces jobs, comment je peux les lancer, comment je peux vérifier si ça s'est bien passé. Donc ça, c'est nos actions. On y va, on est content. Et notre cible thérapeutique, le client qu'on veut avoir dans notre première étape, c'est ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a beaucoup plus de verts. Et là, c'est là où moi, je suis content. Alors, qu'est-ce que ça se passe en vrai? Parce qu'en fait, c'est bien, on a fait cet atelier, ça a pris 2 heures, on s'est aligné, la vision, c'est super. La réalité, c'est que c'est un sujet long. Je crois que je l'ai déjà dit une fois, je le répète, c'est important. Vous n'allez pas sortir de cet atelier et magiquement, tout va se résoudre. Vous allez aligner l'équipe, après, il y a du boulot à faire. Donc, il faut avoir conscience que vous allez le faire pas à pas. Et ça peut être intéressant de garder soit ce schéma, soit un historique, mais pour voir qu'il y a de l'évolution. Si vous avez déjà la métrique de lead time ou d'autres, bah, normalement, vous devriez constater de l'évolution. Autre message un peu simple et basique, faites-le. Pas uniquement l'atelier, mais faites les actions. Moi, j'ai vu plein de cas là où on sort d'un atelier, on fait des actions, surtout quand c'est des trucs un peu long terme comme ça, on se dit, bah, on se revoit dans 2 mois, et on revient dans 2 mois et on dit, ah, ben, j'ai pas fait l'action. Ben, il va rien se passer. Hein. Je veux dire, c'est pas l'atelier qui va vous faire gagner de la valeur, c'est ce que vous en retirez et ce que vous allez faire. Ensuite, ça, c'est pas vraiment le côté lean, ce que ça recommande. Lean, ça va dire de travailler vraiment sur votre goulot le plus important. Oui, c'est vrai, et en théorie, c'est parfaitement vrai. Moi, ce que je constate, c'est que c'est bien de commencer ce qui est à la main de l'équipe pour lancer le mouvement. Très souvent, les plus gros goulots, surtout dans les grosses structures et grosses entreprises, ça va être dans les interactions. C'est intéressant d'aller creuser, mais en fait, l'équipe de dev, elle n'a pas la main dessus. Et du coup, c'est extrêmement frustrant de dire oui, il y a un problème, quelqu'un d'extérieur va prendre l'action, mais en fait, ça va prendre énormément de temps. Pouvoir automatiser quelque chose qui vous pourrit la vie au quotidien, qui a beau être un petit clic dans un coin, bah, c'est beaucoup plus satisfaisant. Ça permet de lancer la dynamique, et quand on vient vous voir en disant bah oui, mais de dire bah, regardez, l'équipe de dev a réussi en faisant ça en interne à améliorer les métriques. Si vous aussi vous le faites dans votre périmètre, on sera tous gagnants. Tester, apprendre de nos échecs, ça c'est classique. Hein. Vous n'allez pas prendre que des bonnes décisions en changeant votre pipeline. Vous allez accélérer
le lead time, et du coup, vous allez potentiellement faire plus d'incidents. Mon conseil, c'est d'apprendre, et dans les incidents, pas de revenir en arrière, mais parfois de prendre les bonnes décisions qui va être de rajouter des tests, rajouter un environnement d'intégration. Peut-être que si ça prend du temps, vous remettez l'action de validation manuelle en attendant. Mais toujours d'aller vers l'avant et d'apprendre de vos échecs et pas juste de vous dire du coup on arrête, ça ne marche pas. La transparence du pipeline, ça c'est important. C'est très important que tout le monde ait conscience de est-ce qu'il va bien ou il ne va pas bien. Vous faites ce que vous voulez pour mettre en place cette transparence. Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous on a fait. On a un message Slack à chaque déploiement, qu'il soit réussi ou en échec. Ça permet de créer une sorte de culture dans l'équipe, de savoir est-ce que de manière générale, les déploiements ils se passent tous bien et de temps en temps un échec, ou est-ce qu'ils échouent tout le temps. Sachant qu'au fur et à mesure, l'idée c'est que quand il échoue, les gens arrivent et regardent et on essaye d'améliorer et d'avoir 0 échec. Et c'est assez intéressant. Pareil, on a aussi une mécanique interne qui permet de savoir quelles sont les versions de l'application qui sont déployées dans chaque environnement. Mesurer les effets. Alors là, vous choisissez les métriques que vous voulez. Mais il faut que vous mesuriez que ça a de l'impact ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a toutes les métriques Dora, Flow et Lean. Quelque chose qui est intéressant, que moi je mesurais pas mal et qui est plutôt du ressenti, c'est les gens qui arrêtaient de râler sur le pipeline. Moi le premier évidemment. Mais par exemple on fait régulièrement ce qui s'appelle le squad health check. Donc tous les trimestres à l'époque on demande aux équipes sur différentes thématiques, qu'est-ce qui va bien. Il y en a une qui est facilité à déployer. Bon, on a vu que petit à petit, il est passé de rouge, jaune à vert. Et là, ça fait 4 ans, il est tout le temps vert. C'est plus un débat, on n'en parle plus en fait. Et ça, c'est une bonne métrique qui est mesurable en demandant aux gens. C'est toujours intéressant de discuter avec les gens. Les leçons. Les leçons que moi j'en ai retirées, c'est que la suppression plus que l'amélioration. Alors ça, c'est pas facile, mais c'est pour ça que je vous encourage vraiment à dire pourquoi vous faites une étape. Dans le monde industriel, ils font pas ça. Je veux dire, quand vous faites une chaise, c'est assez simple, vous avez des étapes, et si vous enlevez une étape, vous n'avez pas le produit fini. En informatique, on se rend compte que c'est pas le cas. Il y a plein de fois, on enlève une étape, on a toujours le produit fini. Je vais en prendre un, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, la sécurité. Des fois, on nous impose des analyses de sécurité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que vraiment, cette phase de sécurité d'1 heure d'analyse de mon code, j'ai besoin de la jouer à chaque déploiement ou pas ? Parfois oui, parfois non. Il faut juste discuter. Et en fait, supprimer des étapes, ça vous fera gagner beaucoup plus de temps que de les améliorer, les optimiser, quoi que vous vouliez. Nous, dans notre cas, on avait cette phase de manuel de recette de PO. Et en fait, on s'est rendu compte c'est très spécifique à notre contexte, mais on est une équipe de back-end. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est que c'était quasiment impossible de recetter. Donc en fait, ça arrivait en prod, et après, le PO, il regardait en feature flippant sur d'autres équipes ce qui se passait. On s'est mis d'accord, on a supprimé cette étape, et en fait, on discute, et en amont de la story, on se met d'accord pour est-ce qu'on a le droit de la déployer sans attendre, ou est-ce que ça va être déployé, on met du feature flipping, ou encore est-ce que ça va être activé, parce qu'en fait, c'est une autre équipe qui va pouvoir l'activer au client. C'est un peu similaire au feature flipping. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, notre niveau de qualité de test, il est très élevé, puisqu'on va couvrir tous les cas qui nous sont demandés. L'automatisation plus que l'optimisation. Oui, aussi un autre biais rapide. Dès qu'on discute avec des techs, ce qui les fait vraiment vibrer, c'est de dire « Ah, mais là, ça prend du temps cette étape, on va tout paralléliser, on va mettre une machine plus puissante, ça va être super. » Oui, c'est bien, mais très souvent, ce qui va être intéressant, c'est d'automatiser une étape. Ça vous permet de faire des choses du style je lance mon déploiement, je vais boire un café, je reviens, ça a été fait. Ou je lance mon déploiement, il prend 2 heures, il est long, mais je suis allé en réunion, je suis allé faire d'autres choses, j'ai bossé sur une autre story, je reviens, c'est fait. Alors que si vous avez quelque chose, par exemple, vous avez optimisé votre étape, mais vous êtes obligé manuellement d'intervenir 5 fois, en fait, vous en fichez que ça passe de 4 à 5 minutes. Ça veut dire que je suis en train de regarder et que j'attends et je clique. Franchement, automatisez les étapes avant de les optimiser. Ça ne vous empêche pas de les optimiser ensuite. C'est pas ce que je dis. L'équipe maîtrise le sujet. Vraiment, l'important, et moi ce que j'ai bien aimé dans cet atelier, c'est que l'équipe s'embarque dans le sujet et se l'approprie. Ça devient un sujet au même niveau qu'il faut délivrer des features, ou en Scrum, il faut s'organiser, s'auto-organiser. Ça devient un sujet dont l'équipe doit être le maître et doit pouvoir le faire avancer, le mesurer, se l'approprier. Un petit bémol, tout ce que je vous raconte, j'ai envie de dire, ça dépend du contexte. Ça, je pense que c'est la phrase la plus
que je dis le plus souvent de ma vie, ça dépend du contexte. Moi, je vous présente dans un contexte, ça a bien marché pour nous, on est une équipe DevOps, on avait peu d'interactions, on avait la possibilité de vraiment s'approprier le contexte et les différentes interactions, on a réussi à les traiter. C'est sûr que ça dépend de votre contexte, il faut s'adapter et arriver à être un peu malin sur ce qu'on va mettre en place. Alors, qu'est-ce que ça nous a fait à la fin? Donc, on a itéré pendant 4-5 ans, je ne sais plus exactement, ça remonte un peu. Je vous ai remis le schéma à jour parce que, très honnêtement, l'équipe s'est tellement embarquée dans le sujet qu'en fait, on ne revient plus sur le schéma. Je veux dire, il y a une culture qui s'est mise qu'une étape, si on la rajoute au pipeline, elle doit être automatique. Et que si jamais on trouve que c'est long, on regarde si on peut l'optimiser. Je discutais avec un collègue hier, alors pas pour cette équipe, pour une autre équipe. Ils sont en train de discuter pour réduire, je crois que c'est une étape qui dure 15 secondes, on voudrait la réduire à 2 secondes parce que c'est utilisé dans toutes les équipes et ça prend du temps. Donc on est vraiment passé à un autre paradigme que c'est inscrit dans la culture de l'équipe. Et ça, je pense que vraiment, on a atteint l'objectif, quoi. Donc nous, on est arrivé sur cet état de pipeline actuel. Tout est vert, sauf déploiement en production. J'essaye de pousser l'équipe à qu'on arrive parfois aussi à le mettre automatiquement, mais il y a des gros blocages. Donc pour l'instant, c'est un sujet en jachère. Et évidemment, vous ne le voyez pas, mais on a de la code review avant. Donc en gros, ça veut dire que pour aller en prod de notre jour, c'est on fait une merge request, le pipeline il vit tout seul, il plante quasiment plus, et déploiement en production. Et franchement, c'est vraiment chouette. Pourquoi c'est chouette? C'est que, première chose, pour faire plaisir aux analystes et tout, je reprends les Dora Metrics, qu'est-ce qui se passe? La fréquence de déploiement, je vous ai montré les chiffres, on a quasiment entre 3 et 5 fois. On a augmenté très fortement. C'est bien, mais est-ce qu'on a impacté les autres métriques? Question classique. Le lead time, vous le voyez, ça s'est drastiquement réduit, parce que, tout simplement, soit on a enlevé des étapes, soit on a tout automatisé. Donc vraiment, si vraiment on veut aller rapidement en prod, ça le fait. Mais, c'est bien gentil Benoît, mais du coup vous avez plein d'erreurs en production? Non. On est plutôt bon. On a à peu près le même nombre d'incidents, mais par contre on a multiplié par 5 le nombre de déploiements. C'est plutôt cool. D'accord, mais alors du coup, est-ce que vous impactez le dernier? Non. Pareil, on arrive à récupérer nos incidents tout aussi rapidement, voire plus rapidement. Parce qu'on a automatisé le pipeline. Ça, c'est le pipeline de déploiement, mais on a aussi travaillé sur le pipeline de recovery. Donc, voilà. Pour ça aussi que j'ai ici présenté ça, c'est que pour moi, je trouve qu'il y a vraiment eu des gros apports, vraiment super. Mais là, je vous parle de métriques, de choses qui sont parlées dans les conférences, c'est super bien et tout, ok, mais en fait, au quotidien, moi, que les métriques soient vertes ou pas, je trouve ça satisfaisant parce que je me dis on est bon, mais à part ça, ça change quoi? C'est quoi la valeur que ça a apporté dans l'équipe et tout? Déjà, un meilleur ratio de temps de dev et de déploiement. Ça paraît bête à dire, mais ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant, je trouve. Pourquoi? Déjà parce que pour l'entreprise, ça génère de la valeur ajoutée. Je vais peut-être dire des choses basiques, mais on n'est pas embauché pour regarder des scripts de déploiement qui se déroulent ou d'aller jouer manuellement des tests. La valeur ajoutée quand vous embauchez un ingénieur, c'est dans le développement, soit d'automatiser des choses, soit de produire de la valeur pour votre client, des features. C'est là qu'il y a de la valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on passe moins de temps sur le déploiement, plus de features. On a moins de complexité. On arrête d'être en train de discuter de « Ah, mais attends, sur tel pipeline, il faut faire ça. Là, tu t'es arrêté à telle étape, il faut reprendre là. » C'est vraiment beaucoup plus simple. Et pareil, ça, c'est chouette. On a des environnements alignés. Avant, ça prenait tellement de temps et tellement d'étapes qu'en fait, on avait des différences extrêmement importantes entre notre intégration et en prod. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Parce que quand vous avez un problème en prod, vous aimez bien de savoir pourquoi s'est passé l'intègre. Et sauf qu'en fait, si vous déployez, on va dire, une quinzaine d'applicatifs et qu'en fait, en prod versus l'intégration, il y en a 13 qui sont avec des versions différentes, c'est l'enfer pour trouver. Si en fait, il n'y a que 2 applicatifs qui sont différents, très rapidement, ça vous donne des pistes sur orienter d'où vient le problème. Ça vous permet, alors là, je ne rentrerai pas trop dans le débat, mais ça, c'est vraiment un truc super aussi, de faire des petits commits, les small batches, comme on aime à dire. Ça permet vraiment beaucoup de choses qui, moi, me rendent assez satisfait au quotidien. Ça permet notamment la réduction de la dette technique. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez 5 minutes de dev pour réduire une petite dette technique et une demi-journée de déploiement,
bah, vous ne le faites pas en fait. On va être tout à fait honnête, vous ne le faites pas, et si vous le faites, il y a le produit ou il y a le Scrum Master, je ne sais pas qui vient et qui dit mais le ratio n'est pas très intéressant. Sauf qu'à partir du moment où c'est 5 minutes de dev et 5 minutes de déploiement, on va dire temps d'une pause café, il n'y a plus de débat. Je veux dire, on le fait. Juste, on ne fait pas que ça toute la journée, mais entre 2 réunions, on en fait un, et petit à petit, ça apporte de gros effets. Pareil, ça permet de lisser les sujets tech. Quand on doit changer de langage, et qu'on doit passer sur tous les repos et tout redéployer, ça prend un temps monstrueux. Donc on l'embarque avec des features, mais sur certains projets, on ne met pas de features, donc on ne le fait pas. Là, il n'y a plus de débat, ça prend 5-10 minutes à le faire. Vous pouvez le faire quand vous voulez. On le liste dans la semaine et ça se passe bien. Il n'y a plus de négociation à dire non, mais on fait un sujet tech ou un sujet de feature. Alors, je dis il n'y en a plus, il y en a encore, mais sur des gros sujets impactants, plus sur des mises à jour de version ou ce genre de choses. Ça a permis, et ça aussi, ça m'a plu, encore plus d'automatisation. On a mis en place Renovate. Renovate, c'est un outil, je vous le fais rapidement, qui fait quoi? Qui propose des merge requests de montée de version. Il y en a d'autres, des PandaBot et compagnie. Ça, on peut le faire parce que le déploiement, il coûte quasiment plus rien. Parce que si vous passez une demi-journée de déploiement, bah en fait, vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui, surtout pas un robot, qui toque à votre porte et qui vous dit « Vas-y, déploie-moi, déploie-moi, déploie-moi ». Parce qu'en fait, si chaque fois vous payez une demi-journée de déploiement, c'est infernal. Mais à partir du moment où c'est transparent, ça vaut le coup. Une autre tâche un peu rébarbative que vous avez repassée à l'informatique. Et surtout, des développeurs plus contents et plus efficaces. Alors je prêche pour moi, c'était mon objectif, c'est que vraiment c'était pénible de devoir cliquer sur Jenkins toute la journée. Et ça m'a rendu plus heureux et plus productif, et je pense que c'est le cas de mes collègues. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous aussi vous avez un pipeline malade, vous pouvez le faire. C'est assez simple, vous faites l'autopsie avec le Value Stream Mapping, vous identifiez vos goulots, vous prenez des actions, et vous allez pouvoir libérer votre flux de valeur. Et dans l'idéal, c'est que votre pipeline y ressemble pas à celui-là, mais plutôt voilà, mince, un de trop. À celui-là. Un pipeline heureux, en bon état, et qui est à votre service. Et c'est pas vous qui êtes en train de le servir tout le temps. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous mets un petit QR code pour le feedback avec une citrouille, puisque c'est Halloween. Et je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Et bien, on a le temps pour des questions. Il n'y a pas de micro, bah vas-y. Hein. Comment j'intègre mon PO dans l'automatisation? Ah, très bonne question. Alors déjà, tu l'amènes dans l'atelier. Normalement, tout l'intérêt de l'atelier, c'est que c'est de la visualisation et qu'il est capable, normalement, ton PO, de comprendre les carrés, les ronds et comprendre les interactions. Donc là, tu l'embarques dans la démarche. Et après, il faut bien lui faire montrer la proposition de valeur que tu vas amener. C'est là où tu peux amener des métriques. Je vais faire un peu de recherche théorique en disant que normalement, il devrait comprendre que c'est plus intéressant pour lui de pouvoir amener rapidement la feature en prod. Notamment, moi, ce que je lui dirais, et ça, c'est vrai que c'est un peu de l'acculturation à faire, c'est que normalement, ton PO, il cherche à avoir du feedback rapide de ses utilisateurs. Et quand tu réduis le lead time, normalement, son feedback, il est accéléré. Et donc, lui dire d'arrêter de réfléchir dans son coin. Par exemple, on avait fait l'atelier VSM hier, il y avait une grosse phase d'idéation. Je réfléchis avec le produit, le PM et tout, et de dire, mais en fait, fais des petites hypothèses, des petites features, on les envoie en prod, tu vérifies, et comme on peut les envoyer très rapidement en production, tu as du vrai feedback client, et à ce moment-là, tu ajustes. Vraiment, tu peux diminuer la taille des batchs, des features, de ce que tu veux, et avoir une boucle de feedback beaucoup plus rapide. Mais en tout cas, dans l'idéal, embarquez-le dans l'atelier. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'équipe de dev, mais notre PO était là. Parce que c'est vrai que moi, l'un des problèmes que je vois, c'est qu'effectivement, on est plusieurs. On envoie des features, on envoie des tickets, et derrière, le PO, lui, il accumule. Et effectivement, il y a des choses, j'ai envoyé des développements, ça doit faire 3 semaines que c'est chez mon PO, et ça avance pas. Alors, ce que j'entends, c'est que j'imagine que dans ton Value Stream Map, il y a une étape validation du PO. Oui. Eh ben, c'est là qu'il faut creuser. Et donc, ce qu'il faut, c'est l'embarquer et lui dire, tu vois bien, factuellement dans les boîtes, que là où ça coince, c'est là où tu es. Alors, comme dans tous les ateliers comme ça, l'idée, c'est bien de dire, on n'est pas là pour te pointer du doigt et dire faire mieux. De la même façon qu'on n'est pas là pour dire aux devs, faites mieux, faites plus vite. On est là pour dire, le problème est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, et là, je te donne des idées, je ne connais pas du tout ton business, c'est est-ce qu'il a besoin de valider tous les commits que vous faites? Est-ce que, par exemple, il ne pourrait pas en laisser passer certains qui sont très techniques, mais qui apportent de la valeur,
ou certains qui sont complètement couverts par des tests. Nous, par exemple, on a eu cette problématique, entre guillemets, qu'on lui mettait des choses dans les mains, et qu'en fait, il ne pouvait rien faire de plus que constater que les tests qu'on avait mis en place, ils couvraient bien tous les cas qu'il nous avait fournis. Il y avait très peu de valeur ajoutée. Donc on a mis en place, par exemple, du feature flipping. Tu pourrais aussi mettre en place du feature flipping et dire, on déploie en prod, mais t'inquiète pas, quand tu es prêt, tu feature flip et ça s'active. Mais par contre, le faire avec lui, l'atelier, ça permettra en tout cas que lui prenne conscience et que l'équipe soit alignée sur le fait que, alors de ton point de vue, moi je ne connais pas le contexte, mais est-ce que le problème il est vraiment là? Et de dire, regarde bien, ça se stocke là, quoi. J'en ai pas parlé, mais effectivement, dans le Lean, tu as toute une notion de stock qui existe, parce qu'on parle d'objets physiques, et il y a tout un tas de choses à faire. C'est intéressant à faire en entreprise, même si, en réalité, moi, je suis intimement convaincu que ce que je vous présente, c'est vraiment le modèle idéal. Le modèle DevOps, c'est on ne fait pas de stock. C'est pour ça que j'en parle pas trop, c'est parce que, en réalité, l'idée, c'est pas tant de bien gérer son stock de features, c'est juste de ne pas le gérer. C'est-à-dire de ne pas avoir de stock, et là, c'est le mieux. Mais tu peux mettre sur le schéma, rajouter ta propre nomenclature et dire, regarde, il y en a 50, le problème est là. Ok, merci. Non. Oula. J'ai une question sur comment tu as l'atelier, parce que tu disais il ne faut pas arriver, tu te dis que tu es un peu newbie, et tu as fait un premier commit pour montrer que c'était un peu long. Alors moi, tu voulais contrecarrer un peu le syndrome de la grenouille pour dire... Ouais. Du coup, j'ai pas bien compris comment tu avais apporté l'atelier en fait auprès de l'équipe. Alors ça, c'est une bonne question. Ça fait 5 ans, je ne me souviens plus, je vais essayer de reprendre mes souvenirs. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que de leur côté, c'était un truc dans lequel je l'ai banané depuis longtemps, que ça n'allait pas. J'ai réussi à embarquer donc, mon collègue Valentin, qui a co-animé avec moi l'atelier. Et donc, on a réussi à deux, on est quand même dans une culture d'entreprise, là où on favorise l'autonomie et tout, à dire, on est deux, c'est un sujet qui nous importe. Je pense que prendre 1h30, 2 heures de votre temps d'équipe, ça vaut le coup. Faisons-le. Testons, et au pire, ça c'est très difficile parce que moi j'ai déjà fait des ateliers comme ça où on teste quelque chose. Il faut accepter que, en fait, quand l'équipe s'en aille, ils disent c'était très bien, Benoît, c'était cool, mais en fait, je ne vais pas dire une vulgarité, mais en fait, on n'en tiendra pas compte, on s'en fiche. Donc on est parti dans une méthode, dans une culture de test and learn qui était déjà existante, et on leur a dit faisons-le. Et en fait, ce qui a été vraiment magique, et c'est pour ça que je le partage, c'est qu'en fait, moi je le lançais en vraiment, j'ai pas d'autre solution, on va tester, et ça a vraiment bien pris. Mais quand tu arrives déjà avec l'atelier en disant il y a une solution, en fait, l'atelier. J'arrive pas avec une solution, je dis il y a un problème. L'atelier, c'est en fait, on pose un diagnostic, quoi, en fait. C'est ça. Mais le problème en amont, justement pour dire il y a un problème, faisons un atelier value stream mapping autour du pipeline. C'est quoi le problème, en fait? Alors, moi, mon problème, déjà, c'était mon ressenti, c'est qu'il y avait trop de clics. On aurait pu le mesurer, j'aurais pu mettre en place tout un tas de mécaniques de mesure et tout, et d'arriver avec des données chiffrées, mais ça prend du temps. Généralement, la difficulté que j'avais, moi, c'est de dire, moi, je trouve que j'ai du ressenti, je voudrais vous le chiffrer, sauf que pour le chiffrer, ça veut dire qu'il faut que je mette les mains dans le pipeline. Je n'ai pas la compétence de mettre les mains dans le pipeline parce que je suis là depuis 2 semaines. Est-ce que quelqu'un veut m'accompagner? Ah, mais ça prend du temps. Négociation avec le PO, de dire, ah, mais du coup, il faudrait 2 semaines pour faire ça. Pourquoi faire ça? Et en fait, là, en réalité, l'atelier, il coûte, je ne vais pas dire rien, mais c'est 2 heures en équipe. Ça, en tout cas, moi, j'avais beaucoup plus de facilité à négocier, mettons-nous 2 heures ensemble là, que de les convaincre il faut mesurer, il faut vérifier factuellement ce que je dis, mais ça dépend du contexte. Tu avais déjà obtenu l'adhésion comme quoi il y avait trop de clics, quoi, en fait. J'ai obtenu l'adhésion d'une personne. Sachant que quand je te dis j'ai obtenu l'adhésion d'une personne, c'est pas complètement vrai. J'avais une autre personne avec moi qui trouvait aussi que c'était problématique le pipeline. Je vais pas parler pour lui, je pense qu'effectivement il trouvait aussi qu'il y avait trop de clics, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses qui l'embêtaient. C'est juste qu'on a réussi à 2 à organiser cet atelier. Et par contre, c'est l'atelier qui a permis de transformer ce ressenti personnel qui avait un problème en un alignement d'équipe qui est, oui, il y a trop de clics, il y a trop d'actions manuelles. Donc c'est vraiment l'atelier qui a permis de poser l'état, de poser vraiment le constat et le consensus d'équipe qui est, il y a trop de clics manuels. Et c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est ça que moi j'ai trouvé super. C'est un truc bête, en mettant un trait, des étapes, on s'est tous mis d'accord en disant oui, il y a un problème. Et donc on va l'adresser, parce que si vous dites il y a un problème et que vous ne faites rien, il ne se passe rien en fait. Merci.
Pardon. Je voulais savoir si vous aviez commencé, parce que c'est un peu dans l'air du temps, à utiliser l'IA pour justement essayer de réduire le temps, par exemple, de genre d'atelier. Je sais pas, par exemple, avec des chat modes qui pourraient, je sais pas, analyser le temps de telle ou telle étape ou... Non, on n'a pas commencé, c'est une bonne idée. Je crois qu'il y a eu un talk sur le sujet que je me suis bookmarké, justement sur les value stream mapping, de les optimiser avec l'IA. Je te dirais que la première chose à voir, c'est que moi j'aime bien faire l'atelier sans amener des données. Alors je sais que ça peut être discutable et tout, mais j'aime bien déjà demander parce que c'est très intéressant d'avoir le ressenti. On va avoir des gens qui vont dire ça prend 3 minutes et d'autres qui vont dire ça prend 3 jours. Et en fait, arriver toi en disant mais l'IA ou n'importe quel programme d'analyse m'a dit ça prend 4h,5, ça apporte pas grand-chose à l'atelier. Ce qui est intéressant, c'est de l'avoir dans ta petite mallette. Si jamais il y a un vrai débat et qu'il y a besoin de sortir les données, les sortir. Mais surtout, moi je ne les sortirai pas avant qu'on ait vraiment fait une première ligne de temps. Ça te permet de mettre des points et tout. Sur l'analyse du value stream map. Et par contre, pour l'IA, je fais une petite digression, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est faire un renovate boosté aux hormones et qu'il fasse plus de MR. Typiquement pour encore automatiser tout un tas de choses. Et le fait qu'on ait un pipeline qui soit complètement neutre en coût, ça nous permet ce genre de choses. Et on va encore automatiser plein de choses. Là, j'y crois à fond. Ça. Merci beaucoup. Il y a une question au fond. Ouais. Merci. Tu disais dans ta conclusion que tu étais satisfait et que ton équipe, tu pensais qu'elle était satisfaite. Peut-être que tu as vu des changements de comportement et qu'ils ont la banane ou pas. Ouais. Je voudrais savoir si tu l'as mesuré ou si tu as vu vraiment t'as poussé le vice à aller leur dire alors c'est mieux, photo à l'instant T, T plus 1, c'est comment. Et deuxième question, ouais. Est-ce que maintenant ils t'ont demandé s'ils ne pouvaient pas faire aussi une VSM sur un autre sujet qui leur pose problème? Alors je réponds facilement à la deuxième question. La réponse est non. Il n'y a pas eu d'utilisation du VSM sur d'autres choses parce qu'on est une équipe très tech, très DevOps et en fait on a surtout un VSM principal. Je réponds un peu en digressant. C'est cet atelier, je ne l'ai pas précisé, mais ils ont bien aimé le faire, de mon ressenti aussi. Moi j'ai bien aimé le faire. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de tech. J'ai eu dans l'idée un moment de l'appliquer et d'embarquer les parties gestion de ticketing avec du Jira et tout. Et honnêtement, je ne sais pas comment, j'anticipe plutôt ça ne nous intéresse pas de savoir combien de temps on fait pour passer de ready, in progress, to do, ce genre de choses. Déjà, ça nous gonfle quand tu viens et que tu nous dis ce serait bien de mettre plus d'informations dans le ticket, rajouter des infos techniques. Alors, le temps qu'on y passe, je ne suis pas sûr qu'ils accrochent. C'est une bonne idée, mais avec la typologie d'équipe que j'ai, et même moi en tant que dev, je serais moins embarqué, quoi. Et ta première question, c'était la mesure. Nous, on utilise le squad L-check. Donc il y a une des catégories, il y en a deux en fait, il y a la rapidité à déployer et la facilité à déployer, ou la rapidité à appliquer des changements. Et c'était des choses qui n'étaient pas très bien notées, qui étaient avec des retours, des verbatim en disant bah, ça va pas très bien, on pourrait faire mieux. Et ça fait à peu près 3 ans que c'est des catégories, tout le monde vote vert, et il n'y a même pas de verbatim, en disant en fait il n'y a plus de sujet. Et pour conclure, j'ai envie de dire on est des Français. Donc si je vais les voir et je vais leur dire est-ce que ça va, je sais qu'ils vont me dire non, ça il faut encore l'améliorer, ça il faut encore l'améliorer. Donc je dirais que dans l'ensemble ça va, mais on a d'autres soucis qui ne sont pas évoqués là dans l'équipe qui sont plus importants. Merci. Oui, j'ai encore une question. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait s'adapter à son contexte. Ouais. Est-ce qu'on peut faire plusieurs mappings justement en fonction du contexte ? Puisque du coup, entre le moment où, par exemple, moi je travaille pour un SaaS, entre le moment où le client va remonter un bug qui va passer par la MEO qui peut en parler à l'un, qui revient par le PO, qui revient au dev, qui fait son cheminement, et finalement une feature qui du coup ne passe pas par l'étape du client, finalement ça reste 2 mappings assez séparés, assez différents. C'est possible. Honnêtement, c'est adaptable à tout ce qui va être un flux d'informations ou de code ou ce que tu veux. De la même façon que c'était un flux matériel, quoi. Tu peux l'appliquer à ce que tu veux. Les astuces que je peux te dire, c'est des fois, il faut commencer petit. Si tu viens et qu'une idée que tu as envie de faire, c'est de te dire bah, je vais le faire sur toute l'entreprise. C'est le boss ou le PM, je ne sais pas qui, donne des idées au début jusqu'à la mise en place du client. Bah, ça peut être
très long, très fastidieux, tu n'auras pas les bons interlocuteurs. Peut-être qu'il faut mieux effectivement faire des fois des value streams différents, quitte à ensuite les regrouper. Dans Dora, il y a la notion de, ils appellent ça quoi, le happy pass et le recovery pass. Ça dépend de savoir est-ce que en gros la feature a un chemin classique ou est-ce que c'est un correctif en prod qui doit aller vite. Historiquement, nous on avait un peu des mécaniques un peu différentes, mais on a tellement amélioré le pipeline, ce que je vous présente happy pass, qu'en fait maintenant on a juste un peu un flag de priorité. En gros, si la branche c'est hotfix, on va sauter certaines étapes qu'on estime coûter en temps pour que ça aille très rapidement en prod. Ça nous a permis de simplifier. Dans ton cas, effectivement, si en plus, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs, tu peux faire 2 ateliers de VSM. Ça les permet d'acculturer à l'exercice, quitte à en refaire un ensemble, une fois que vous avez plus de pratique sur le sujet. Okay. On doit clôturer, donc je vous propose de discuter avec Benoît après, je pense qu'il sera disponible. Eh bien, merci pour votre temps et votre attention.